Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la partie matière organique du sol. Donc finalement, de quoi on parle hein, quand on parle matière organique? Finalement, on parle de quelque chose voilà, qui est assez faible à l'échelle de l'ensemble du volume de sol. On parle de quelques pourcents. Hein. Souvent, dans nos sols, on a autour de 2% de matière organique. Hein. Ça veut dire on a 98% de matière minérale, hein, des limons, de l'argile, du sable, en proportions diverses. Et puis, voilà, quelques pourcents de matière organique. Donc, ces quelques pourcents de matière organique, à 70-90%, en fait, ils sont composés d'humus, hein, donc de matière organique très stable, qui vont avoir un temps de régénération très lent, hein, à l'échelle de plusieurs centaines d'années. Hein. Certaines matières organiques mettent des millénaires à se dégrader, à tourner dans le sol. Et puis, on va voir ce qu'on appelle une fraction active, une fraction labile, qui, elle, va tourner beaucoup plus vite, hein, qui représente peut-être 10-30% à peu près hein, de la somme de matière organique totale d'un sol. Et cette fraction active, eh bien, elle va se dégrader et libérer un certain nombre de composés qui pourront entrer dans la nutrition des plantes. Bon. Alors, à l'intérieur de ça, finalement, la fraction active, hein, celle qui se régénère, qui tourne rapidement, elle est elle-même hein, classiquement décomposée encore en deux compartiments. Hein, c'est tous ces camemberts emboîtés avec une partie, je dirais, de débris végétaux, hein, de résidus organiques qui évoluent, qui se dégradent pour être découpés de plus en plus petitement hein, ou transformés en humus pour une part, et en une partie vivante hein, qui représente que 20 à 40% de ces dits 60%, etc., etc. Alors si on traduit tout ça en quantité de carbone, alors le carbone ça vous parle peut-être pas, mais enfin on parle souvent de matière organique en agriculture. Bon, le carbone c'est à peu près la matière organique divisée par deux. Hein. Il y a un ratio d'1,72 entre les deux. Hein. Donc souvent on dose le carbone, mais on annonce souvent les résultats dans les analyses de sol en matière organique. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un sol à 2% de matière organique sur 25 cm d'épaisseur, ça représente à peu près 42 tonnes de carbone à l'hectare, donc à peu près 80 tonnes de matière organique sur un hectare, et aux 3/4 ou 80%, cette matière organique, elle est composée d'humus, donc du carbone stable, hein, des molécules complexes colloïdales hein, qui vont être très très lentes en termes de dégradation et qui vont avoir un certain nombre de propriétés sur la fixation des cations, sur la stabilité de la structure, etc. La partie vivante microbienne, c'est 1 à 2 tonnes de carbone, hein, donc vous voyez, voilà, très peu. La macrofaune, hein, dans lequel on va retrouver les vers de terre et d'autres petits animaux, on va dire 0,5 à 1 tonne de carbone. Et puis après, il y a 2-4 tonnes hein, de carbone qui se baladent, qui correspondent à des résidus organiques, hein, des débris végétaux, des vieilles racines, des résidus de fumier, des résidus d'engrais verts, etc., qui vont se décomposer progressivement pour être de plus en plus évolués jusqu'à soit libérer leurs nutriments, être complètement dégradés, soit aussi transformés, humifiés, hein, pour alimenter justement le compartiment stable, hein, le compartiment humus. Alors les fonctions des matières organiques, c'est vrai que souvent on aime bien les rattacher aux fertilités du sol parce que c'est l'élément central, quoi. C'est ce qui nous motive quoi, hein, dans cette approche-là. Et les fertilités du sol, classiquement, on les détaille en trois compartiments, hein, la fertilité physique, la chimique et la biologique. Derrière la fertilité physique, il y a les notions de structure du sol, hein, voilà, pour l'enracinement des plantes, etc. Il y a une notion de stabilité de la structure, hein, la cohésion du sol, hein, ou au contraire, sa fragilité, sa facilité de prise en masse, de battance, et derrière des problèmes d'érosion qui peuvent en découler. La matière organique, elle a un intérêt aussi vis-à-vis de la limitation du tassement, on ne va pas l'empêcher, enfin ça améliore un petit peu les choses. Elle va avoir aussi un intérêt en termes de circulation et de rétention d'eau, de facilité de travail du sol, de travaillabilité, les plages de travail du sol, hein, les jours disponibles pour travailler les sols, ils vont être plus étalés quand vous avez un sol très riche en matière organique que quand vous avez un sol très pauvre. La matière organique, elle va améliorer aussi le réchauffement du sol. Voilà, c'est tout un ensemble de fonctions au niveau comportement physique du sol. Au niveau chimique, la matière organique, en se dégradant, elle va libérer des nutriments, donc des éléments nutritifs pour les plantes, hein, par les phénomènes de minéralisation. La matière organique, ce sont aussi des colloïdes négatifs. En fait, c'est des éléments chargés négativement. Hein, et donc, si vous avez un peu des souvenirs de chimie, tout ça, c'est un élément qui va permettre le stockage des cations, hein, la rétention des cations. Donc, les cations, c'est les ions qui sont chargés positivement et qui font partie des nutriments des plantes. Alors, ils ne sont pas tous là-dedans, hein, le phosphore notamment, mais la potasse, la magnésie, le calcium, hein, c'est des cations qui sont des nutriments pour les plantes et qui sont fixés sur ce qu'on appelle le complexe argilo-humique et les charges négatives hein, de la matière organique.
Il faut savoir qu'un kilo de matière organique, ça a 5 ou 10 fois plus de potentiel de fixation de cations qu'un kilo d'argile. Donc, d'où l'importance effectivement de la matière organique dans les sols qui ont voilà, peu d'argile, c'est les sols qui ont peu de CEC, donc le garde-manger sol il n'est pas grand, et via la matière organique on peut des fois espérer améliorer la fertilité du sol ou sa capacité à retenir les éléments nutritifs. Donc la matière organique elle intervient aussi dans le stockage, la disponibilité des nutriments, elle peut même aussi intervenir dans ce qui est rétention des polluants ou dégradation des polluants. Donc ça c'est la partie chimique. Et puis le troisième compartiment, la matière organique, c'est quoi? C'est aussi de la nourriture pour la vie du sol. Donc c'est un peu le carburant qui va faire que la vie du sol, elle va fonctionner. Et en fait, la conséquence finalement de cette activité biologique dans les sols, ça va rejaillir aussi au niveau physique et au niveau chimique, puisque l'activité biologique peut permettre aussi, via par exemple les vers de terre, d'améliorer, de régénérer les structures ou d'améliorer la structure du sol avec un bon taux de matière organique. Et l'activité biologique, quand elle est stimulée, elle va aussi être une pourvoyeuse d'éléments nutritifs. Donc voilà, on a un compartiment biologique qui rejaillit sur l'aspect chimique et physique du sol. Et quand on s'intéresse à ces trois fertilités du sol, finalement, ce qui importe, c'est pas toujours tout à fait la même chose. Au niveau physique, ce qui importe surtout, c'est les teneurs, donc combien de pourcents de matière organique vous avez dans votre sol. C'est surtout ça qui va faire que le sol va être battant ou moins battant. Et du coup, là, derrière, tout l'intérêt de ne pas trop diluer les matières organiques pour justement en surface, là où on a l'horizon le plus fragile, le plus exposé à la pluie, pas avoir trop de problèmes de battance et d'érosion. Pour l'aspect chimique, c'est plus tout à fait la teneur qui importe, mais c'est le stock, c'est-à-dire que c'est une teneur sur un volume de sol. Donc, c'est-à-dire combien d'éléments nutritifs on a, ou combien de matière organique on a sur un hectare. Donc là, on va calculer des quantités à l'hectare. C'est ça qui est important, puisque c'est cette quantité de matière organique qui va être soumise à la minéralisation et qui va libérer ces éléments nutritifs, notamment son azote, son phosphore, son soufre, qui sont contenus dans la matière organique du sol. Quand elle minéralise, elle libère des éléments nutritifs pour les plantes. Et donc là, c'est bien un stock. Plus le stock est gros, plus finalement la quantité de nourriture qui est libérée est importante. Et puis après, sur l'aspect biologique, finalement, c'est pas tellement cette teneur-là, encore que d'avoir des bonnes teneurs, c'est intéressant, mais c'est aussi la notion de flux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va amener comme matière organique, comme type de matière organique, à quelle fréquence, et plus finalement on va restituer des matières organiques, et plus on va stimuler l'activité biologique. Donc là, c'est plutôt la notion de flux, c'est-à-dire de quantités qui sont amenées sur une échelle de temps. Alors bon, ça c'est la carte du Nord-Pas-de-Calais, je n'ai pas forcément la notion, disons, sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, mais c'est simplement pour illustrer un petit peu les évolutions des teneurs en matière organique qu'on a eues chez nous. Je n'ai pas de photos beaucoup plus récentes, c'est juste pour dire qu'entre le début des années 90 et puis le début des années 2000, vous voyez qu'on a assisté chez nous à une assez forte érosion des teneurs en matière organique. Voilà, j'avais fait une gradation entre 17,5 et 25 pour 1000. Je ne sais pas si ces valeurs vous parlent. Donc le premier jeu de données, on avait 33 000 analyses, le deuxième 21 000, donc on a quand même un bon jeu de données derrière. Donc ça, c'est tous les agriculteurs, en fait, quand ils réalisent des analyses de sol, la plupart des labos sont, coopératifs et mettent à disposition les données des analyses des agriculteurs sur une base de données nationale, ce qui permet après d'interroger les paramètres qu'on veut, la physique, la chimie, par canton, par zone géographique. Donc ça permet de faire ce genre de carte. Et vous voyez qu'on est passé d'une moyenne de 26,5 à 21,8 dans le début des années 2000, et la médiane de 23,5 à 20. Donc quand même une érosion de l'ordre de 3,4 pour 1000 des teneurs en matière organique en une dizaine d'années. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est préoccupant? Est-ce qu'on a franchi un point de non-retour, etc. Et on arrive sur un petit peu l'éternel débat des teneurs souhaitables en matière organique. Et c'est vrai que c'est une question qui n'est pas si simple que ça. On aura envie de dire, plus on en a, mieux c'est. Effectivement, sauf peut-être qu'on aurait des surplus de minéralisation automnale et peut-être des problèmes de lessivage de nitrate ou autre derrière. Plus on en a, mieux c'est, mais à quel prix? Est-ce que d'ailleurs c'est faisable d'avoir des 3, 4, 5% de matière organique dans nos systèmes de culture? Pendant longtemps, les labos, ils ont utilisé ce type d'abac là, que vous avez tout à gauche,
hein. Donc en gros, bah, plus vous aviez d'argile, plus il fallait avoir de matière organique, plus il y avait de calcaire, plus il fallait de matière organique. À l'inverse, plus c'était pauvre en argile, c'est-à-dire qu'on arrivait sur les sables, bon, bah, les sables, il fallait aussi les entretenir en matière organique, donc on vous conseillait d'avoir des teneurs un peu plus élevées, alors que les sables, on sait qu'ils brûlent les matières organiques, donc on se mordait un peu la queue, on n'arrivait pas forcément à avoir gain de cause. Donc, mais bon, ça a perduré, ces abacs-là, pendant très très longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, ben, on ne parle plus trop de teneur souhaitable, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fonction des fertilités du sol qu'on regarde et des paramètres qu'on regarde, si on regarde la température du sol au printemps, si on regarde la rétention d'eau, si on regarde la stabilité structurale, ben chacune de ces propriétés, elle obéit des lois différentes. Sur le plan chimique, c'est pareil, la minéralisation d'azote ou la rétention de cations, ben, c'est des lois encore différentes. Et au niveau biologique, c'est pareil. Donc les scientifiques, au jour d'aujourd'hui, ils parlent de fonction de pédotransfert, donc c'est un peu des gros mots, mais pour dire que voilà, la matière organique, bah, elle est corrélée avec d'autres variables à certaines propriétés du sol. Et après, du coup, la question, c'est bah, pour une propriété donnée, quelle est la teneur qu'il vous faudrait. Donc, vous voyez, la question, elle est assez complexe. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment, il n'existe pas de relation matière organique et rendement, hein. C'est une idée peut-être fausse. C'est un capital, c'est vrai que c'est une assurance, hein, notamment par rapport à un semis qui serait raté de betterave suite à voilà, les intempéries. Ça peut peut-être permettre de passer des fois des années difficiles où voilà, le climat il est un peu difficile. Mais néanmoins, il y a, voilà, dans les essais qu'on connaît, on n'a pas trouvé de relation entre le taux de matière organique et le rendement, hein. Du coup, on arrive sur des questions un peu d'ordre plutôt économique en se disant, voilà, ça a quand même un coût, hein, les apports de compost, voilà, ou modifier sa rotation parce qu'on veut introduire des cultures qui ramènent peut-être plus d'humus, mais qui sont peut-être pas les plus rentables. Bon, voilà, il faut quand même un peu réfléchir à cette question de rentabilité. Alors, souvent, je trouve qu'un des angles d'approche qui est quand même assez intéressant quand on s'intéresse à, à la matière organique, c'est quand même le problème de la battance, qui est quand même un problème très très courant, hein, je veux dire, dans nos sols de limon sableux, et je pense que côté belge, c'est pareil, notamment avec des cultures type betterave, chicorée, voilà, des cultures où on affine fortement le sol et qui sont quand même assez soumises, hein, aux intempéries du printemps. Voilà. La matière organique, c'est un moyen, ben, vous le savez, de contrer les problèmes de battance. Alors, il y a différentes approches qui ont été faites. Alors ici, ce que vous avez comme graphique, hein, donc c'est la teneur en matière organique, hein, en abscisse, et en ordonnée, vous avez le diamètre moyen pondéré. Donc ça, c'est un test, hein, où on agite des agrégats de sol, et puis on regarde la taille qu'ils font à la fin. Et en fait, plus on les agite dans de l'eau, hein. Il y a différents processus, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus les agrégats à la fin ils sont petits, et plus le sol est instable, hein. Et donc, et inversement, plus vous avez des agrégats à la fin qui sont gros, plus le sol est stable. Et donc, pour avoir un sol stable, vous voyez qu'il faut arriver ici, avec ces études-là, à une teneur en carbone de l'ordre de 2,5%. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, des 5% de matière organique. D'autres simulations, hein, avec d'autres approches, comme des calculs d'indice de battance, on va arriver sur des 3,5 à peu près. Donc, en clair, c'est quasi pas possible, quoi, hein, sur un limon, d'avoir ces teneurs-là, à moins de mettre de la prairie, ou à moins de partir sur du semi-direct, où là, on va tellement concentrer en surface qu'on va finir par atteindre ces valeurs-là. Le calcium, de toute façon, il ne faut pas se leurrer au-delà. Alors, moi, je parle pHO parce que c'est la façon de parler. Disons en France, je sais que vous, c'est pHKCl, donc c'est un peu plus bas, donc je n'ai pas forcément le référentiel, mais voilà, chez nous, on n'espère plus grand-chose du pH parce que, de toute façon, quasiment tous les agriculteurs sont en surcholage notoire, hein, avec toute la pression qui a été faite, avec les campagnes de betteraves, etc. Voilà, on est allé certainement trop loin, et donc on a créé des problèmes de blocage de certains oligos, hein, et puis également du problème de blocage de phosphore, et sans forcément de raison, hein, agronomique derrière valable, quoi.